Merci Franz pour le divulgachage. C'est le meilleur effet du spectacle, il l'a gâché. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Sven Hutt. J'ai écrit il y a peu un roman, Les points sur les i. Ce roman, de quoi il parle? De mon enfance, de comment j'ai grandi au quartier. Dans mon quartier, on m'appelait Kamel Lapoisse, parce que la malchance me colle à la peau où que j'aille. J'ai la poisse depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne. Depuis tout petit, la tête toute cabossée, comme si on avait voulu signifier à la terre entière que la poisse était ma compagne. J'étais le plus petit où que je sois. Or, être petit au quartier, ce n'est pas mignon, ni même une humilité. Il y a 10 contre 1, tu n'as pas le choix. Soit tu cours plus vite que les autres, soit tu frappes plus vite, plus fort que tout autre. Or, de par ma petite taille, j'avais hérité de petites jambes. Autant vous dire que pour moi, ce choix n'en était pas un et que j'étais destiné à exister par la seule force de mes poings. D'où le pourquoi de ma présence sur ce banc. Ce matin, je suis sorti faire la prière de Fajr à la mosquée. Le front contre le sol, je prie Allah de me venir en aide. Je l'ai imploré de m'envoyer un signe pour montrer le droit chemin. Au moment de sortir, une voix familière m'interpella. C'était Grégory, un ancien camarade de classe. À l'époque, je m'en souviens encore, hein. Je pensais que ce type avait encore plus de poisse que moi. Le seul français dans un collège où noirs, arabes, gitans et étrangers en tout genre peuplaient la cour de récré. Le français était d'ailleurs une langue étrangère, enseignée en cours au même titre que l'anglais. Grégory était peut-être le seul type à n'avoir pas de frère, dans cet univers où seul le nombre fait la force. Et pour couronner le tout, il avait choisi théâtre en option, là où on avait tous pris sport, audiovisuel. Au collège, Grégory et moi étions proches. Enfin, au début, il était plus proche de moi que moi de lui. Hein. Tu passais des sales moments durant les récrés. Tu t'en souviens? Tu étais le punching ball de l'école. Je détestais ça. Mais en cinquième, une bagarre d'anthologie me conféra une aura telle que je pus intervenir pour faire cesser ces séances de mise à l'amende quotidienne. Ce n'était pas grand-chose hein, pour moi. Mais je sais que pour lui, c'était la fin d'un horrible calvaire. Ça va mieux depuis? Ouais. Tu prends toujours des tannées ou pas? Je me suis rattrapé un peu. Alors je sais bien que certains d'entre vous dénonceront ce racisme anti-blanc, ce racisme inversé. Mais on est loin. Du racisme qu'on subissent et subiront les camarades de Grégory. Grégory n'aura aucune difficulté à trouver un logement en cœur de ville, dans la ville de son cœur. Grégory ne se verra pas refuser un travail à cause de son teint trop clair, ses yeux trop bleus ou ses cheveux trop blancs. Grégory ne sera pas contraint de travailler plus pour gagner moins que ses collègues basanés. Grégory ne touchera jamais ce maudit plafond de verre, dont on ne cesse de nier l'existence car on n'y est pas confronté. Et ce matin, Grégory se trouve là, devant moi, dans la petite mosquée de mon quartier. Je ne sais pas pourquoi, mais moi qui d'habitude suis si réservé, je me mis à tout lui raconter. Un long monologue, sans hésitation, sans interruption. Tu vois, Grégory, c'est l'histoire banale d'un coup de poing. Le mien allant à la rencontre d'une mâchoire, de la mauvaise mâchoire. Mauvaise, car de bonne famille. Et je suis là. Pieds et poings liés. Assis sur ce banc d'accusés, il me demanda quelle sauce je te manger. Je baisse les yeux, tout en gardant la tête levée. Je baisse les yeux, mais je sens bien qu'on me regarde. Je suis la proie de 1000 regards. De toutes sortes, ces regards. Je me retrouve là. Elle ne cesse de me questionner. Aurais-je été là pour l'agression de Kantara? Non. Il n'est venu à l'esprit d'aucune cour de me condamner pour cela.
Kantara. Un grand, noir, descendant Maasai, qui sent, relâche Maasai. Il t'apporte vite, précis. À ce moment-là, je ne réfléchis plus. Je vais où mes poings et tape. Je tape avec le poids de tout mon corps. Je tape fort, mais sans y mettre mon cœur. Plus par rage que par peur. Je tape. Ses yeux se révulsent. Je continue de cogner encore un peu. Pour les spectateurs qui, du haut de leur balcon ou assis sur un banc, nous regardent. Je m'excuse, hein. Prends pas pour toi. Mais faites un peu de barbarie, il me donnera un bon mois de répit. Je prends le temps de regarder chaque personne dans les yeux. Ce moment est le mien, et je veux qu'il imprime. Et de toute façon, même si Kantara avait voulu porter plainte, il aurait été viré du commissariat. Sa plainte n'a tiré aucune complaisance, hein. Tu vois? C'est peut-être pour ça que nous sommes si facilement violents entre nous, gens d'un même quartier. Parce que nous savons pertinemment qu'il y a peu de chances que la plainte aboutisse. C'est triste quand on y pense, non? On se dévore entre miséreux sans même réfléchir à l'origine de notre propre misère. Et la précarité, alliée à la promiscuité, nous fournissent assez de raisons valables pour ne pas aller chercher plus loin. Voilà pourquoi, et je le confesse, j'ai pris infiniment plus de plaisir sur cet unique coup de poing à sonner à ce fils d'eux que sur des années de bagarre qui rythmèrent ma vie. Taper ce petit bourgeois m'a fait ressentir des siècles de frustration, des millénaires d'humiliation, emprunter chaque veine de mon corps, chaque artère, pour ressurgir le long de mes phalanges. Offense. Offense ultime pour cette caste qui se veut chaste de toute souillure plébéienne, qui nous rêverait sans voix ni foi. Alors oui, j'ai commis un sacrilège, un crime de lèse nantie en osant profaner ce doux visage. Il est alors de bonne loi de me condamner avec exemplarité. Et je suis là, face au procureur, à qui ma couleur procure verbe envolé, assez pour me signifier que je ne l'ai pas volé, qui plaide et se plaît à plaider. Il plaide et ne concède. Il plaide et procède à mon anéantissement de façon méticuleuse. À l'entendre, je suis un scélérat et c'est ici que mon sort se scellera. Hey, psst. Tu peux te mettre un peu à ma place, s'il te plaît? Voilà. Merci. Ce monsieur que voilà, Monsieur Merzosa, s'est rendu coupable de l'acte le plus odieux qui soit. Ce pas qu'une fois. Quand le cœur lui en dit ou quand l'alcool dicte sa loi, Monsieur Merzosa agresse un de nos honnêtes concitoyens, déployant une violence telle que la malheureuse victime en reste traumatisée. Et ce bien après le forfait de monsieur qui, pendant ce temps, est rentré chez lui, l'air de rien, fier de lui, emporté par un sommeil des plus sereins. Mesdames, messieurs, monsieur le Président, notre société civilisée ne saurait, ne pourrait tolérer ce genre de comportement, héritage de notre âge, legs de peuplade sauvage. Il devient impérieux, dans notre État républicain, de pourvoir à la sécurité de tous en sévissant contre quelques-uns. Comment pouvons-nous tolérer que nos voisins, nos filles, nos fils vivent dans la peur de tomber sur un énergumène du genre de monsieur Merzosa? Car enfin, monsieur, regardez-moi s'il vous plaît. Je vous pose cette question. Pourquoi? Grand Dieu, pourquoi une telle violence? Qu'avez-vous à répondre?
Nous sommes tous oui. Bah... Votre réponse ne m'intéresse guère. Je vais vous dire. Les gens de votre genre sont pour notre société des parasites. Et face à vous, nous nous devons de riposter avec autant de fermeté que vous agissez avec cruauté. Je dirais même une bienveillante fermeté qui, si vous ne vous entêtiez, vous servirait. Pour cela, je requiers 3 ans de prison ferme avec possibilité d'aménagement de peine à partir de 2 ans. Quoi? Et il est sérieux celui-là? 3 ans? 3 ans pour un accrochage sans réel dommage? 3 ans sans même une goutte de sang? 3 ans malgré mon CDI qui me permettrait d'avoir le bracelet? La prison dans mon cas est une double peine. Parce que je vais perdre mon travail, notre appart, et accumuler les dettes. Mais tous ces arguments, le juge ne les entendait guère. Il fronce à ses sourcils, tapa de son marteau, et me lança. Suffit, monsieur Merzouza, je ne suis pas votre imam. Affaire jugée. Dans ma cellule, toute de froid bâti, froid du ciment des murs, froid du métal du lit, froid du béton au sol, froid des barreaux à la fenêtre, mais aussi froid qui entre les barreaux pénètre entre 4 murs, entre 4 durs, regard à regard. Chacun jauge, observe, scrute ce que l'âme de l'autre recèle. On est là, on ne s'aime pas. Dans la cour, marche en rond, sans début, sans fin, sans but. Marche tchatch, marche marchande. Temporalité imposée par tic-tac des montres et cliquetis des verrous. Temps passant, sans même que l'on s'en aperçoive si ce n'est par brûlure de l'hiver. Le temps, ici, procède à macération des âmes. Mais c'est comme ça. Faudra bien s'y faire. Là, un peu trop nombreux au mètre carré. Moi, dans un coin de la cour, dans un coin de ma cellule, dans un coin de ma tête, regard figé. Je pense à ma femme, au regard de ma femme, à sa main dans mes cheveux, à la chaleur de son corps contre le mien. Mais comme mes voisins de cellule ne peuvent tolérer que le bonheur soit vivace pour autrui, il leur faut alors défaire ce qui est fait. Une distraction pour ces âmes en peine. À l'un, on dit que l'autre a dit ceci. À l'autre, on fait croire que. Hein? Ah ouais. Et c'est comme ça que j'apprends que la sœur du voisin, du neveu, du mari, à la cousine, à mon co-détenu, aurait vu un mec sortir de chez moi. Du haut de son balcon quand même, hein? C'est une évidence, je suis cocu. Une image s'imprime dans ma tête, encore et encore, en promenade quand tu dors. L'idée d'un des morts est une allure aux morts, à accuser, juger, condamner ta moitié.
J'ai le sang qui palpite, les sens qui s'excitent, comme si j'avais été témoin de cette orgie clandestine. Voici tout le vice qui sévit ici. Tout est de l'ordre de la rumeur, insidieuse, vaporeuse, suspicieuse. Même la date de sortie d'un tolard est une rumeur. Ici, la rumeur est une tumeur. Elle gangrène tout ce qu'elle touche. Ma femme, à chaque visite, me ramène un jeu d'échecs. Les échecs. Encore une histoire de blanc et de noir. De blancs contre des noirs. Et où encore une fois, ce sont les blancs qui commencent. Violence et conquête sont à la fête. J'avance mon pion. C'est qui le gadois à la maison là? Hein? Elle ne me répond pas. Elle me prend mon pion. T'as cru que parce que je suis enfermé ici, que je sais pas qu'est-ce qui se passe chez moi, tu m'as pris pour un bolos ou quoi? Les yeux dans les yeux, elle en reste bouche bée. Choquée que je sois au courant ou dégoûtée que je puisse douter d'elle. Je bouge mon fou et menace le sien. Alors, t'as rien à dire, hein? Je parie que t'étais moins muette quand elle te sautait. Puis viens te rendre d'insultes, ça t'accorde sa vertu. Elle se tait. Sort sa reine, exposée au milieu de mon armada et esselée, loin devant les lignes. Je sens bien quand elle a envie de pleurer. Hein. Pour un temps, elle aussi est prisonnière de ces murs. Je roque et place ma tour face à sa souveraine. Et si j'avais tout faux? Je devrais te dire la vérité? Comment m'excuser? Tu sais, ici, la raison est en tension avec les pulsions. Mais si c'était vrai, je serais alors le cocu de l'année. Si moi je suis au courant, alors tout le tchécard doit le savoir. Pire, peut-être le mec en question est un cas de la cité. L'idée même d'avoir été trompé avec tout ce que cela comporte m'est insupportable. Vous comprenez? Je préfère perdre la seule chose que j'ai jamais eue plutôt que faire de cette femme la mère de mes enfants sans savoir si j'en serai le père. Alors là, c'est moi qui me tais. La partie en reste là. Sa dame au centre de l'échiquier, mon roi au bord du précipice. Le matin ouvre la porte. Sabrina s'en va. Quand elle s'est levée, je l'ai sentie comme libérée, délivrée. Je ne la revis plus. Jamais. Merci à toi. Sabrina, les larmes aux yeux. Je suis venu te dire adieu. Je partirai de bon matin, par un ciel de plus serein, de plus serein. Je partirai pour la prison, je partirai la voile au vent. Adieu donc belle Sabrina, nous nous reverrons dans 2 ans.
sais, Grégory, en prison, l'univers est féroce. Alors l'union fait la force. Et force est de constater que qui se ressemble s'assemble. Comme aux zoo, chacun se classe en espèces. Le groupe étant alors la cage. Une protection, mais aussi une prison dans la prison. Un groupe a retenu mon attention. Les frères. J'appelle frères ce groupe de musulmans portant la barbe longue et les pantacourts. À eux seuls, ils sont un paradoxe. Guide suprême orthodoxe d'un islam immaculé. Pensée unique et close, psalmodiée par ces oulémas autoproclamés. Je sais que je suis mal placé pour juger de la sincérité en islam. Hein. Je crois pas en Dieu. Enfin, je crois pas encore en Dieu. Plus par ignorance que par rejet. Mais quelques détails me laissent songeur. Bien que je ne sois pas savant, je ressens l'islam, sa spiritualité. Je repense à mon oncle d'Algérie, à toute l'admiration que j'ai pour lui. Son humilité, son respect de l'autre, son amour du prochain m'ont toujours impressionné. Il trouvait toujours une excuse à son voisin. Il respectait tout être vivant, lui reconnaissant ses droits à partager la terre avec lui. Aujourd'hui, que penserait-il de moi? Sa voix résonne encore en moi. Il ne cessait de me répéter une parole du prophète. Certes, l'islam est très souple. Celui qui l'applique avec trop de rigueur sera vaincu. Et cet islam-là n'est pas du tout du même acabit que celui dont se revendiquent ses frères. Pour eux, l'islam est manichéen, mécanique, étriqué, imbriqué dans un monde fait de violence. Faut pas croire, hein. C'est dealer, tueur, voleur. En devenant musulman, on n'en demeure pas moins dealer, tueur, voleur. Mais ce dernier leur procure un sentiment de sainteté, assez pour asséner des insénités à qui, selon eux, délirer. Oubliant que s'interdire ne signifie pas interdire. C'est une des conséquences quand on sépare foi et raison. Ce serait comme comparer la lumière du soleil, vivante, rayonnante, infinie, dynamique, à la lumière d'une allumette, frêle, précaire, éphémère, sentant le souffle. C'est ce que ça m'évoque. Excuse-moi, je vous dérange, mais je peux te poser une question? Tu y réponds, tu réponds pas, tu fais comme tu veux. Où est ta foi? Où serait la foi si Dieu était visible? Comme je vois les miradors par ma fenêtre. Un combat sans pitié se livre alors en mon âme. Et je suis là, sur ce banc. Enfin, un banc. Plutôt un bloc de granit brut posé là, comme on nous a posé là, de façon brute et définitive. Je suis assis sur cette pierre sans âme, comme une âme en peine, en transit dans ce monde-là. Je suis sur le bord de la route, comme un chien abandonné un samedi d'août. Je suis là, sans y être. Je suis loin, c'est certain. Les yeux au ciel, la tête dans la lune. Je contemple les étoiles. Je suis qui? Suis-je moi? Est-ce ma voix?
Je marche le long de ma vie à la lisière de mes envies. Je marche à l'ombre de ma culpabilité sous le poids de mes errances. Mais qui suis-je? Suis-je moi? Mes valeurs, mes croyances, d'où viennent-elles? Si elles ne venaient que de moi, pourquoi d'autres les partagent? Toi, tu rentres pas, toi. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Moi, qui hier étais si fier d'être moi, je suis pris par le désarroi d'être un autre, de renaître autre. Je pense, donc je suis, mais aussi je pense, d'où je suis. Moi, je ne serai qu'un accident, une feuille au vent, frêle et docile face aux éléments. Je ne serai qu'un accident, dépendant d'un lieu et d'un temps, soumis à leurs aléas sans que mon avis ne prenne vie. Et je refuse d'y croire. Mais pourquoi la croyance ici entre-t-elle en jeu, dans le jeu du jeu? La croyance serait-elle le centre du jeu? Mais alors que suis-je? Quel effet ai-je sur mon reflet? Résidu d'autres individus, cherchant la plénitude au sein de la multitude. Et je les porte. Je les porte tous en moi, du moins, toi qui me supportes. Et je les porte car ils m'emportent plus haut, que je n'aurais jamais été plus loin, que je n'aurais jamais rêvé. Je les porte car mon être comporte autant de visages qu'il y a de possibles. Je me retrouve là, en partie car je ne me suis pas trouvé en moi. Je suis un vide, avide de me remplir. Alors je comble, de fond en comble, je comble, mais ne me comble, je comble autant que j'en tremble, croulant sur ce plat qui m'ébranle. Petit à petit, je me perds dans cet appétit. Je sens que je m'enfonce. À vouloir trop avoir, j'en oublie d'être. Alors je suis là, sans être là. Je ne puis supporter d'être ainsi informe. Je ne dors plus. Une inscription sur le sommet du lit a retenu mon attention. Crois et tu seras, sois et tu auras. Crois et tu seras, sois et tu auras. Instantanément, j'en fais ma litanie. Je tiens ma devise ainsi que mon horizon. Tu vois, Grégory, aujourd'hui, je veux croire en la vie. Que ma vie soit utile à autrui. Je veux que mon existence prenne sens dans l'histoire humaine. Grégory me laissait reprendre les esprits. Il sentait bien que j'étais ailleurs. La vérité, je suis vidé, exténué. Grégory m'écoutait sans se lasser, sans me couper. En sortant de prison, je fus logé dans un appartement d'insertion situé au rez-de-chaussée, avec, attention, barreaux greffés et vue imprenable sur le square de ma résidence. Dans mon quartier, chaque bâtiment porte le nom d'une planète, comme pour nous signifier que nous sommes des extraterrestres.
Étrangers venus d'ailleurs. Ça fait peur, hein. Alien parmi les terriens. Et je suis là, sur ma terrasse. Musique au loin et contemple la vie qui se vit sous mes yeux. Les enfants jouent au billes, d'autres au foot. Les jeunes font de la mécanique sur le parking, d'autres roulent des mécaniques adossés à un lampadaire. Et moi, je suis là. Non. Ou là. Et là. Voir là-bas. Peut-être là. Bref. Je suis là. À cogiter dans le vent, à cogiter de ce temps. Ce n'est plus je pense donc je suis. C'est devenu on me remarque donc je suis. Les minots capent sur leur vélo. Les caïds font grincer les pneus de leur merco. La vérité, chacun exhibe le peu qu'il a pourvu que tous le voient. Je contemple l'horizon, parsemé de ces tours et autres monstruosités architecturales. Je m'efforce d'oublier la prison, mais les barreaux à la fenêtre ne cessent de me la rappeler. Je suis comme incarcéré. Ironique pour un logement d'insertion, non? Tout me rappelle que je ne suis pas libre, que ma vie est en sursis, ma liberté hypothéquée. Ah, en fait, je ne vous ai pas dit, j'ai été libéré plus tôt car mon ancien employeur a accepté de me reprendre en CDI. Ce n'est pas le job le plus reluisant, mais bon, je suis magasinier. Et mon profil d'arabe à la tête particulière vaut les meilleurs CV. Pour ce quartier, c'est clair, j'ai la tête de l'emploi. Et ouais, ici, tout est à l'envers. On porte les casquettes à l'envers, on te la fait à l'envers. On parle à l'envers, hein, tellement que les gens marchent la tête à l'envers. Ça marche comme ça au Tchèque. Bien ou pas? Bonjour monsieur Demko, comment allez-vous? Bonjour monsieur Demko, comment allez-vous? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je lui veux? Le mec, il sait que je sors de prison et que demain je commence à travailler chez lui. Il me demande qu'est-ce que je veux. Ma main dans sa tranche, voilà ce que je veux. Mais ne vous inquiétez pas, je lui réponds d'une voix mienne. Rien de spécial, monsieur, mais vu que je reprends demain, je vais voir si vous avez des consignes particulières. Non, mais là, ça va pas être possible. J'ai pris le neveu de ma femme, j'ai plus de place pour toi. Enfin, monsieur Delpo, vous avez quand même signé une promesse d'embauche. Je donne ce boulot, sinon je retourne en prison. C'est trop tard, j'ai dit j'ai plus de place. Écoutez, monsieur Delpo, écoutez, on va un peu calmer les choses là. Moi, j'ai juste besoin de contrat signé, hein, c'est tout. Je vous en prie. Je suis prêt, même à travailler gratuitement. Non, 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 pas de magouille, pas de magouille. Allez, va-t'en, j'appelle la police. En chemin, je ne cessais de pleurer. Il n'y avait pas de larmes, certes, mais je pleurais profondément. Quelque part, dans fourmilière qui s'agite, silence assourdissant, klaxon, moteur, conversation inaudible, pollution sonore citadine.
à contretemps. Pensée suspendue et regard perdu ne supportent plus cette frénésie. L'hypocrisie frénétique et exige de chacun d'avoir pour être, de posséder pour exister. Grégory m'a pris par les épaules. Sourire aux lèvres, et s'est exclamé Subhanallah! Subhanallah. Gloire à Allah, mais pourquoi? Usuellement, cette évocation est clamée pour célébrer la grandeur d'Allah. Si, je te jure. Mais après mon récit relatant galère et misère, je ne voyais pas la pertinence d'en appeler à la gloire de Dieu. Mais bon, il me racontait qu'il était devenu directeur d'un petit théâtre et qu'il avait pu continuer sa passion grâce aux répits que ma protection lui offrit. Il n'avait donc pas manqué l'occasion de me renvoyer ascenseur. C'est vrai? Tu me proposes un poste au CDI en tant que technicien? Pour de vrai, hein? Tu fais pas une blague? Ça peut m'arriver à moi? Avoir de la chance? T'as ton sel. La 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 la. Je bosse au théâtre. Ouais, d'accord, c'est pas acteur, mais ma mère se récipiait. La vie me sourit. Tu vois? La vie est un puzzle. Et une fois toutes les pièces à leur place, on y lit un dessin divinement dessiné. Alors en effet, Subhanallah, Allahu Akbar. Pour aller au travail, je prends toujours le même bus. Toujours à la même heure. Conduit toujours par le même chauffeur. Je prends place au milieu. Pas à l'avant où vont les vieux et autres personnes vulnérables. Pas à l'arrière où sont les petites racailles et autres types pas très fréquentables. Non. Je m'assis au milieu. L'air de rien. Semblable à tout un chacun. À force, j'ai sympathisé avec le Karim, le chauffeur. Je fais plus. Il ne conduit jamais d'autres lignes, seulement celle menant au quartier. Ah, depuis que les agressions de chauffeurs sont montées en flèche, ils ont affecté tout ce qui ressemble à l'étranger pour desservir la cité. Et, entre nous, il n'y a que dans ce genre de situation qu'un arabe devient rentable. Mais avec l'effet pervers que les jeunes grandissent sans aucun modèle d'altérité. Regarde-toi, t'es chauffeur, t'es arabe. Le boulanger, il est arabe. Le boucher, il est arabe. Tabagiste, arabe. Docteur, arabe. Taxiphone, arabe. Épicier. Oh, lui, c'est vietnamien, mais on s'est compris, hein. D'ailleurs, la composition des commerces est calquée sur celle du bled. Non? Ici, ni négociant de vin, ni fromager. Encore moins des fast-food des grandes enseignes. Si tu te balades par chez nous, il y a quoi au quartier comme commerce? Hyper U? Je pense pas. Non. Aldi Norma peut-être, mais pas hyper. Une demi-douzaine de boucheries exposant une même pièce de viande. 3 ou 4 salons de thé à la menthe. 2 salons de coiffure pour hommes et 1 pour femmes. À croire qu'ils croient que les Arabes se contentent de manger des tagines et de boire du thé. Ah, si ce n'était que ça. Ah, tu peux arrêter le bus. Avec un décor pareil, on en arrive vite à parler de communautarisme. Mais à y regarder de plus près. Est-ce nous qui nous sommes repliés sur nous-mêmes ou est-ce une caste blanche et bourgeoise qui, en nous excluant, en nous mettant au banc à 1 lieue de la ville,
a créé sa propre communauté avec pour seul critère l'absence de la nôtre. Et ce communautarisme bourgeois est doublement plus violent. Étant aux affaires, il a le pouvoir de nous assigner à résidence dans ces quartiers impopulaires, où il fait chaud l'été, où le goudron recouvre tout. Hein? Un mois d'août à la cité? C'est comme une scène de western. Une ville vidée de ses habitants. Les trois quarts des familles sont partis au bled. Sempiternel retour aux sources dans un pays qu'ils n'ont jamais réellement quitté. Pour les quelques personnes restées ici, la vie acquiert une temporalité particulière. Et je suis là, sur un banc, pour Pagé-Champ, le long des rails du tramway, regardant défiler motos, quads et autres deux roues remonter. Un capricien à la main. J'observe ce quartier que j'ai tant connu et pourtant, en 2 ans, je ne le reconnais plus. C'est bien la même misère, le même seuil de pauvreté, le même échec scolaire et la même ghettoisation de toute une population, et pourtant, je le ressens comme plus... C'est quoi le mot déjà? Civilisé. Plus civilisé. Plus pacifié qu'avant. Je vois Magid. Ouais, je Magid, bien ou bien? Quand t'aimes bon. Ancien grossiste de tout ce qui se fume, se sniffe et se vend illégalement au parcours enfant. Promener sa petite fille et jouer aux poupées avec elle. Une image qui aurait été impossible avant. Nos pères ne jouaient pas avec nous, ne sortaient pas avec nous. Mais Magid a l'air différent, apaisé. Ce n'est que quand je l'ai revu à la sortie de la mosquée que j'ai compris qu'il avait délaissé la voie de gangster pour celle de la prière. Magid, écoute bien, t'es l'incarnation de ce qui a changé le quartier. À mon départ, il y avait peu de musulmans pratiquants, malgré une population, grosso modo, à 90% maghrébine. Les plus pieux étaient aussi les plus vieux. Les jeunes, eux, tenaient les murs ou tapaient le ballon. Mais à mon retour, la fréquentation des mosquées s'était accrue. La moyenne d'âge s'est divisée par 2 et surtout les femmes, enfin, ont pu y avoir leur place. C'est drôle, les sociologues, psychologues et éducateurs spécialisés ne cessent d'en appeler à une fumeuse crise de l'identité pour décrire le mal qui ronge les jeunes de cité, sans s'apercevoir qu'en fait, ces jeunes sont minés aussi par une crise de religiosité. À mon avis, il n'y aura pas de paix sociale dans les quartiers tant que ses habitants ne seront pas en paix avec eux-mêmes. D'autant plus que la France n'offre aucun supplétif à ce qu'elle nous enlève. Et vouloir résoudre la question des banlieues sans aborder celle de l'épanouissement de l'islam, c'est une vue d'esprit. De toute façon, avec ou sans approbation d'en haut, tu penses bien que les quartiers vont s'y prendre. Hein? Et je pense que l'islam sera l'un des moteurs. Enfin, je dis ça, je dis rien. On sait pas plus que toi. Tu crois, non? Bah ouais, il est tard. Les jeunes qui traînaient dans le parc, ce square dans les jeunes qui traînaient dans le square, c'est le parc dans les halls d'immeubles. Tu es avec moi? Ça va, Ricard? Bien ou quoi? Tu te ramènes toi aussi? Oh Pikachu! Mon la sec! Tu viens? Prends blotte! Bien la mif, tranquille. Ça va? Comment on dit chez les jeunes? Ça chill, c'est ça?
Chacun son étape. Chacun sa bergerie. On squatte. C'est le terme adéquat. Vas-y, pose tes fesses toi aussi. On squatte. Ben quoi, tu veux que je dise quoi toi? Nous investissons les halls d'immeubles. Il s'est pris pour la Villardière. Oui, on fait rien de méchant, hein. On fume des joints, on se tape des barres, on se raconte des gros mythos. Rien de bien trépidant quand on y pense. On est samedi soir, il est 23h. Les autres jeunes de notre âge sont en boîte de nuit en pleine beuverie. Pendant que nous, on se tape des barres dans ces barres d'immeubles. Allume le bouton là, s'il te plaît, là. On n'est pas méchants, hein. Mais littéralement rongé par l'ennui et la frustration. Alors, on squatte, ici, à 2 pas de chez nous. Pour autant, quand une daronne s'approche, on cache nos joints et on l'aide à monter ses courses. Quand un hèche s'avance, on l'accueille de salam avec respect. Papa hypocrite. La lumière, là, s'il te plaît, là. Papa hypocrisie, t'as cru quoi, toi? Hein? Mais bien qu'on est délinquant, hein, on n'est pas oublié des valeurs enseignées par nos parents. Par un démissionnaire qui disait. Ça te fait rire? Mais dis-toi que moi, quand j'étais gosse, j'avais pas d'argent de poche. Pas parce que ma mère avait pour principe d'éducation de ne pas nous en donner, hein. Non. Tu vas le bloquer ton bouton là ou quoi? Ma mère, cette guerrière au cœur tendre, le sourire allant d'une oreille à l'autre et le cœur servant de caisse de résonance. Ma mère a toujours été mon modèle, hein, aussi bien en tant que mère qu'en tant que père. Elle nous éleva seuls, moi et mes 2 frères. Et élever 3 garçons dans un univers de ciment ne se fait jamais facilement. Elle a accepté de laver la crasse de gens qui lui auraient craché dessus pour que jamais nos ventres ne se tordent de faim. Nous avions toujours des cadeaux pour nos anniversaires. Hein. Et même à Noël, bien qu'on ne le fêtât pas. Ma mère se faisait un point d'honneur à ce que nous ne nous retrouvions pas sans rien à raconter à la maîtresse lors de la rentrée. Malgré ce petit boulot. Les caisses du mois, ce n'était jamais une découverte d'apprendre que nous étions à découvert. À découvert. Quelle expression étrangement significative. Je suis à découvert. Consomme sans protection. Sans rien pour me protéger. Pour ainsi dire, vulnérable. L'argent serait donc l'unique moyen de se couvrir, d'être couvert, d'être à l'abri. Toute mon enfance, j'ai vécu avec la peur de l'huissier. Je m'en souviens. Il toquait à la maison 3 coups, très secs, de façon autoritaire. Il toquait 3 fois. 3 fois à chaque fois. 3 fois, 3 fois. Puis glisser une lettre avec une énième mise en demeure. Ma mère payait son loyer. Du mieux qu'elle le pouvait, elle en pleurait même. Et elle n'a jamais baissé ni la tête ni les bras. Et sa fierté aura été de rester digne dans l'adversité, dans cette cité, dans cette société. Je me rappelle ma mère. Ma mère. Cette guerrière au cœur tendre. Partant en guerre, se dressant seule face à la machine administrative de notre bailleur social. Chaque hiver, notre chaudière de 30 ans d'âge rendait l'âme. Le réparateur venait changer la pièce défectueuse et, bien entendu, dans la soirée, une autre panne nous privait d'eau chaude. Ce petit manège arrivait 2 à 3 fois par hiver. Si bien que, tu t'en souviens, maman? On se douchait à l'eau froide ou pour les bains avec de l'eau chauffée à la casserole. Ma mère demandait le remplacement de la chaudière. Le bailleur social ne voulait rien savoir. Ce bâtard préfère gaspiller 2 à 3 fois le prix d'une chaudière neuve en réparation.
À un moment, ma mère, qui avait fait une entame d'études de droit, s'est décidée à porter plainte. Se représentant elle-même, hein, face à 2 avocats. Pas un, 2. Elle a fait comme son habitude. Sans se laisser impressionner. Fière et confiante en la justice. Maman, tu te souviens ce que tu nous disais quand on était gosse? Quand tu es dans ton bon droit, tu n'as rien à craindre. Voilà pourquoi tu te dois de connaître tes droits. Dans une prose qui en impose, tu argumentais et démontrais le bien fondé de ta cause. Wallah, maman, tu les as scotchés sur place. À la fin de son plaidoyer, l'avocate s'est adressée à elle. Cette avocate était jeune, ce qui ne l'empêchait pas de porter un regard hautain, qui semblait provenir d'un sentiment d'une supériorité certaine, sans aucun respect pour son aîné. Elle a gadji. Rien que t'as la chance qu'on ne soit pas au quartier. Ce genre de faute ne se pardonne pas. Je n'ai jamais su pourquoi elle te regardait de haut, maman. Était-ce à cause de ton teint basané? Ou bien parce que nous vivions en HLM? Ou bien était-ce parce que, malgré son français châtié, ma mère ne parvenait pas à combler le fossé de connaissances juridiques entre vous? Alors que ma mère démontrait l'iniquité de la situation, cette avocate s'est adressée à elle, sur un ton naturellement condescendant, en toute bonne foi, je pense. Mais enfin, Madame Moussa, vous habitez un logement social, vous vous attendiez à quoi? Malgré sa vie de galère et misère, ma mère n'a jamais perdu son humanité dans cette jungle de béton. D'une solidarité aujourd'hui difficilement imaginable. Elle aimait à dire que le pauvre donne le peu qu'il a, pendant que le riche regarde le peu qu'il donne. Sans un sou donc, pour me payer des bons becs et autres roudoudous qui pètent les dents, je déambulais le long de cette rue à la recherche des bouteilles d'1 litre, 33, 8,6 et autres breuvages brassés. Je me rappelle, je pistais les cimetières de bouteilles aux effluves de pisse. Et pour chaque bouteille ramassée, l'épicier tunisien me refilait 1 franc. Une fortune à l'époque. Et maman, tu vas où? Grandir sans père, c'est difficile, mais avec une mère qui nous abandonne. Cet épicier était l'épicentre de ma rue. Tous s'y retrouvaient. Les jeunes pour se ravitailler en HK, les darons pour acheter leur sac de semoule, et les gardiens de la paix pour venir récolter leur paix. Pris la tranquillité pour Abdou, le Tunisien. Ce qui n'empêchait pas les braquages. Hein. Un en particulier me revient à l'esprit. Hein? J'avais 6 ans. C'est la suite que tu veux savoir là. J'étais en train de jouer devant la maison au foot quand le petit Thomas est venu en courant. Venez vite, venez vite! Venez vite tout le monde, venez vite! Vite! À droite, à gauche, non! Il y a un braquage chez Abdou! Thomas est parti en courant prévenir ma mère que mon petit frère avait été pris en otage. Ni une, ni deux. Ma mère est sortie de la maison et d'un pas ferme et décidé s'est dirigée vers l'épicerie. Un gitan tenant un fusil à pompe à canoncier bloquait l'entrée. Ma mère l'a regardé droit dans les yeux. Son regard en disait non. Il était froid pour l'acier.
manqué de jeter un regard altier à tous ces lâches qui prétendent être des bonhommes. Une bonne femme venait de la ministrice qui fait le courage. Ma mère était laconique. Elle parlait avec son regard. Elle nous a éduqués avec. Un regard sourd, lourd, que tu sens, pesant, même de dos. Un regard que tu ressens même en son absence. Un regard qui est un dialogue à lui tout seul. C'est sûrement le seul héritage qu'elle me laissa. Comment voulez-vous qu'un enfant vierge de tout vice ne succombe à l'appel de la délinquance confrontée à tant de violence? Le genre d'ambiance dans laquelle les gosses de riches ne sont pas baignés. Hein. Être calibré au quartier, c'est une sorte d'assurance tout risque, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Cela me fait penser à ces jeunes qui, pour un premier larcin, se retrouvent en cabane. Le mec ne sort quasiment pas de sa cellule. Hein. Il fait son temps comme un mort-vivant, mort de peur dans cette jungle carcérale. Mais le mec, une fois dehors, en vie et entier, il est comme transformé. Il marche dans la cité avec une allure de caïd. Il gonfle ses muscles. Il acquiert un regard sévère. Il a survécu. C'est la seule leçon qu'il ait retenue. Et je suis là. Assis devant la télé, à zapper sans m'arrêter, sans rien avoir à faire, sans bien savoir quoi faire. Je mange. Je mâche un agrégat de matière sans saveur à la DLC dépassée. Je mâche et pense que cette tranche de pain de mie est le reflet de tout ce qui manque à ma vie, de tout ce qui manque en Tessie. Ici, tous les adultes ont des jobs précaires. Toi qui, petite, voulais être médecin, avocate ou bien pompier, le seul horizon qu'on t'offre, c'est maçon, femme de ménage ou agent de sécurité. Un boulot où le plus dur est de trouver une bonne raison de te lever le matin. Et tu m'étonnes qu'avec ce genre de projection, nous devenions irritables quand on nous parle d'aller taffer. Et si ce n'était les créances et autres soucis de finance, toi aussi tu resterais cloué au lit à continuer à rêver. De toute façon, nous, on sait bien que les dés sont pipés. Et que quoi que l'on fasse, notre voie est une impasse. Alors, Descartes peut bien cogiter, hein. Il ne reste pas moins que si je pense, j'existe. Pour nous, il est besoin de dire je pense, j'insiste. Force vive d'un pays qui se consume, nous sommes relégués au rôle de charbon. Ce charbon que de leur sang nos pères ont extrait, notre péché à nourritier, aura été d'accepter ce rôle de charbon pour que le bon peuple de France ne connaisse l'hiver. Charbon ardent, brûlant, alimentant la flamme de leur haine. Si ce n'était que ça. Mais n'aie pas l'air étonné. Hein. Si je ne veux plus jamais être un ratonné, ma condition de fils d'immigré, je sais qu'elle a bien été intégrée. La mosquée de mon quartier se trouve au pied d'un vieux foyer Somacotra. C'est un foyer pour vieux travailleurs immigrés qui, après une dure vie de labeur, ont le luxe de s'entasser dans des logements de misère. L'immigration maghrébine ayant passé sa vie dans les mines et aujourd'hui trop malade, trop vieille, trop seule pour pouvoir rentrer au bled.
la France les laisse mourir dans la plus grande indifférence, les logeant dans la plus indigne insalubrité. Appartement délabré avec toilette et douche sur le palier. Un peu comme si on avait claqué la porte au nez à ces anciens restés sur le palier de l'histoire. Ces Chibéni, comme on dit, ne manquent jamais d'une prière. Toujours ponctuels, ils sont les premiers arrivés et les derniers partis. Silencieux, humbles. Ils sont tout le contraire de certains jeunes rentrés dans le djinn sur le tard. Ces fils, du fait qu'ils connaissent plus de Coran ou d'avis juridiques islamiques, s'opposent à la pratique du père et à sa compréhension, le rabaissant, le renvoyant à son ignorance. Pour ma part, je comprends l'attitude de certains de ces jeunes comme une sorte de revanche contre leur père qui, selon eux, est responsable de leur état de marginalisation ici en France. Combien de mes amis m'ont-ils confié qu'ils auraient aimé que leur père jamais n'eussent quitté leur village natal, et ce bien qu'ils ne supportent pas le bled plus de 2 mois par an. Dis-moi, combien d'entre vous rejettent sa présente indigence là, sur le choix que son père fit plus jeune de venir tenter sa chance en France? Mais dis-toi, qu'en venant ici, ton père avait pour projet de repartir au bled, une fois à la retraite, et avec bagage et famille. Mais évidemment, chacun ayant son libre arbitre, le père n'a pu déraciner ses enfants de leur pays. Il se trouvait comme pris au piège d'une terre d'accueil qu'il voyait comme provisoire, tandis que vous fantasmez sur une vie entièrement tournée vers la fuite. Avant tout parce que vous n'avez pas été accepté par cette terre dite d'accueil, mais que vous vivez comme une terre d'écueil. Après, ne le prenez pas mal, hein. Je suis pas mieux que vous, hein. Regardez où j'en suis. Et je suis là. Faisons la queue bien aussi. On est le 5 du mois et comme pour beaucoup de monde, c'est le jour où tombe arrête ça, chômage, APR, youhou. Cette queue du 5 a ça de magique ou tragique, c'est selon. De rassembler tout ce que le quartier recèle en diversité comme en précarité. En diversité dans la précarité. Tu as les vieux retraités, les femmes isolées, les frais libérés, les chômeurs de longue durée et une flopée d'autres portraits. Magot en poche, je repars le mettre à l'abri. Sous mon lit. Le temps aidant, les mois passant, c'était un petit trésor que je m'étais confectionné. J'arrive devant chez moi, la porte est défoncée. En m'a cambriolé, je suis pétrifié. Je ne peux raisonnablement pas appeler la police. Comment justifier d'une telle somme en liquide? Avant même de se mettre à la recherche du voleur, il me passerait les bracelets à la bonne heure. Le voleur le sait, hey! Sans l'arsène, on n'est que plus malin. Mais il ne tardera pas le jour où le voleur se montrera d'avoir volé Kamel la passe. Ça n'a pas manqué quelques jours après. Un mec claquait ma thune au casino. J'ai fait la seule chose à ne pas faire, sortir. Je descends chez Abdou et me prendre la 8-6 à 2 sous. La première gorgée après plus de 2 ans d'abstinence me fait l'effet d'une ligne de blanche. Brut, puissant, palpitant. À cet instant, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Le mec est dans le parc de la cité blaguant avec ses potes, sans même le regarder, sans même lui parler. Je le chope par l'oreille, il lui assène une coup de poing. Je le tape, il crie. Je le tape, il crie comme un porc qu'on égorge. Je le traîne par l'oreille à travers le quartier, criant qu'à moi, on me la fait pas. Que le prochain qui oserait même penser à me voler, je foncerai plus et pire que ce guignol sanguinolent. À un moment donné, je me suis senti plus léger. Son oreille venait de se déchirer et me restait dans la main. C'est fragile une oreille. À la vue de ce tableau à la Van Gogh, je dessoule sur place. L'oreille dans ma main tel un matador, je me rappelle toute la répulsion que j'ai pour cette tradition.
la corrida m'est apparue de façon lucide et édifiante, telle une allégorie de notre monde. Les puissants créent chaos, guerre, famine, krach boursier et j'en passe. Et pendant ce temps, nous nous en prenons à ce bout de chiffon qui nous remue devant le nez, désignant notre prochain comme responsable de nos malheurs. Sans sécher sous mes angles rangés. C'est sur ces pensées que l'on a embarqué et nous accueillons M. Merzouza pour la seconde fois. Alors, monsieur vous dira, enfin, s'il a des cuvées, qu'en prison il s'était rangé, qu'il fut même exemplaire, qu'il avait trouvé un emploi, gage toujours meilleur. Il vous dira aussi qu'en prison il trouva la religion, que cette croyance l'éloignait de ses vieilles déviances. Tout ceci me prête à dire que monsieur a bien de la chance de ne pas être jugé dans un pays appliquant la charia. Il finirait démembré de part en part, vu sa tendance à la récidive. La trajectoire de monsieur m'inquiète au plus haut point. Et j'aimerais moins que la cour juge le crime commis que ceux qui viendront sans nul doute. Monsieur représente cette menace tenace qui se tasse pour faire irruption lorsqu'on s'y attend le moins. Afin que vous n'ayez pas, Madame la Présidente, un jour, à expliquer à la France entière que votre indulgence aura coûté la mort d'une dizaine d'innocents dans un attentat. Je vous enjoins à la plus grande sévérité, voire au-delà. Madame la Présidente, hormis cette nuit de folie où mon esprit s'assombrit, ma réhabilitation était un modèle du genre. Je payais ma dette à la société, sans jamais l'inquiéter. Et si violence il eut, cela ne fut qu'une conséquence de la précarité d'un frais libéré. Être libre tout en étant pieds et poings liés, c'est une hérésie. Vous nous relâchez pour mieux nous arracher, rendant la prison à bien des endroits enviables. Je ne saurais me défendre de ce que j'ai fait. Je ne saurais nier le mal ainsi commis. Mais sachez que cette violence ne saurait être individuelle. Elle est aussi, et définitivement, structurelle. La juge entra dans une colère noire, encore plus noire que sa robe. Il ne manquait plus que ça, que M. Merzouza se transforme en Mère Teresa. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Tout ceci est artificiel. Vous choisissez vos victimes parmi les plus faibles et vous osez vous trouver des excuses. C'est un rôle de composition. Vous êtes méchant et vous le serez toujours. Point. C'est comme ça. C'est dans vos gènes. Ah bon? Y aurait-il un gène du délinquant? Une race du délinquant? Et je suis là. De retour au placard, entouré de tolards. J'ai tout perdu. Ma vie. Sabrina. Ma vie. Sacrifiée sur l'autel du quartier avec ses faux dieux et ses idoles. La vérité, j'étais une escroquerie. Un lâche revêtant l'attirail du fort. Simple épouvantail paré d'or muant la fierté en orgueil et la réputation en saint Graal. Ma violence carburait à la peur.
Ma force provenait de ma lâcheté. Dans le désert de ma vie, la bouche sèche et l'ombre fuyante, je me suis perdu au milieu de 1000 mirages. Tu vois, Grégory, j'ai toujours aimé le désert. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence.